Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au spin-off pour notre rencontre autour du sexisme dans la bande dessinée. Merci au spin-off de nous accueillir et de nous offrir un espace de parole safe et bienveillant. Merci également à toutes les personnes qui nous écoutent en podcast sur le point d'être avec nous. Parmi les intervenantes sont présentes, ainsi qu'en vidéo, Iris Bray, docteur en théorie du cinéma et autrice, Johanna Laureau, autrice et enseignante, Ariane Hugues, autrice, Marie Bardio-Vaillante, scénariste, historienne et militante, Anne-Laure Maduro, juriste, ancienne juge des enfants, Catherine Stabler, éditrice aux éditions Biscotto, et Myriam Mal, autrice de bande dessinée. La rencontre est animée par plusieurs membres du collectif Les Raisons de la colère. Notre rencontre est intitulée Les Raisons de la colère, conférence des artistes ignorés et des parano-puritaines. Pour commencer, je vais vous faire une petite remise en contexte pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'affaire depuis le mois de décembre. En effet, début décembre, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême annonce ses expositions, parmi lesquelles se trouve une expo carte blanche à Bastien-Vivès. Cet auteur de bande dessinée pose problème tant par sa production d'images pédopornographiques que par ses réflexions personnelles totalement inadaptées sur l'inceste, l'homophobie ou la pédophilie, ainsi que par une vision archaïque de la femme, culture du viol, non-consentement, hypersexualisation, confusion des âges, et j'en passe. Tenant visiblement à faire perdurer, au nom de la liberté d'expression, un modèle étouffant de la bande dessinée. Or, ce modèle est battu en brèche et aujourd'hui totalement dépassé dans une création post-MeToo. Pour celles et ceux qui ont lu notre tribune des raisons de la colère, vous aurez reconnu un de nos passages. Suite à cette annonce, une mobilisation sans précédent se déclenche. 2 pétitions sont lancées, une par les élèves de l'ESI, qui est une école d'art à Angoulême, et une par l'association Bibaï France, qui lutte contre la pédocriminalité. Très vite, le nombre de signatures augmente. Quelles sont leurs demandes ? Que le festival ne donne pas un espace de liberté de création et d'expression à un tel auteur. Le 14 décembre, le festival annonce que l'exposition est annulée en raison de menaces, et le mot menace est entre guillemets. 2 tribunes sont alors écrites par le milieu. Une est écrite par le collectif des créatrices de bande dessinée le 15 décembre, intitulée Dans les yeux des créatrices, et une par le collectif des raisons de la colère le 17 décembre. Dans cette dernière, plus de 500 autrices et auteurs, éditeurs et éditrices, libraires, militants, militantes, organisations et personnalités politiques demandent que le Festival d'Angoulême rédige et établisse une charte d'engagement afin que les futures sélections et programmes du festival soient réalisés dans le respect du droit des personnes minorisées ainsi que dans l'égalité de leur représentation. Enfin, le 13 décembre sont créés des comptes MeToo-BD par un collectif de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu de la bande dessinée. Cette histoire a remis en avant des problématiques qui sont présentes depuis longtemps dans le milieu de la bande dessinée. Elle a contribué à faire déborder un vase qui était déjà depuis longtemps plus que plein, car les violences sexistes et sexuelles existent dans le milieu de la bande dessinée comme dans n'importe quel milieu de notre société patriarcale. Le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme avait déjà commencé à alerter il y a 7 ans, mais le problème est bien plus ancien. Malheureusement, il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir parler de la fin d'un tabou, surtout quand on voit comment certaines personnes du milieu réagissent à toute nos mobilisations de visibilisation des violences sexistes et sexuelles. Cependant, la parole se libère petit à petit. Mais le milieu de la bande dessinée est assez petit et beaucoup moins connu du grand public que d'autres, tels que le cinéma par exemple, étant donné que les revenus et l'argent brassé se comptent non pas en millions, mais beaucoup moins. Comme toujours, les agresseurs profitent du silence qu'ils imposent aux victimes qui, elles, craignent d'être blacklistées dans un milieu ou de perdre des opportunités professionnelles. Ce sont les mêmes dynamiques qu'au sein de n'importe quel milieu patriarcal, autrement dit dirigé par une majorité d'hommes blancs, cisgenres et hétéros, comme c'est le cas de notre société dans son ensemble. Et comme dans tout milieu patriarcal, ce sont les hommes. Et là, j'emploie vraiment le masculin, car c'est quand même une majorité écrasante des agressions qui est perpétrée par des hommes. Donc ce sont ces hommes qui font les règles à leur avantage et sans considération pour les groupes minorisés. Le fait qu'il s'agisse d'un milieu artistique n'arrange peut-être pas les choses, étant donné la proximité qu'il peut y avoir entre les personnes, notamment lors de festivals, et également la frontière floue qu'il y a entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui peut exister. D'autre part, l'isolement inhérent à certains métiers de la bande dessinée comme celui d'auteurice, beaucoup travaillent chez elles ou chez eux ou dans un atelier, permet à l'emprise de l'agresseur d'être encore plus prégnante et plus compliquée pour les victimes à identifier et s'en défaire. Ce que nous souhaitons, avant tout, c'est que ces violences cessent et que les agresseurs arrêtent de sévir, que ces violences n'existent pas en premier lieu. Je laisse maintenant la parole à Johanna Laureau, Iris Bray et Ariane Hugues. Vous nous excuserez, à 7 ou 8 minutes de leur intervention, il y a quelques secondes de lag de connexion, mais tout revient vite dans l'ordre. Iris Bray, merci d'être là avec nous ce matin. Du coup, on t'a invité à cette conférence parce que tu es docteur en théorie du cinéma. Tu as publié 3 livres sur le sexisme dans les séries.
un autre livre qui se traitait du female gaze, et le dernier et que tu as co-dirigé, ça parle de la culture de l'inceste. Tu l'as co-dirigé avec Juliette Drouard, et du coup on trouvait ça intéressant par rapport aux questions de représentation qui nous occupent dans la bande dessinée, d'avoir ton regard qui est un peu extérieur mais qui en même temps peut nous apporter pas mal de choses, je pense. Et du coup, moi, les questions que j'avais, c'était plutôt sur ton dernier livre, du coup, la culture de l'inceste, euh, auquel vous êtes 7 à avoir participé. Hein. Et du coup, la première question, c'était un peu basique, c'était pourquoi, à ton avis, c'était nécessaire de parler de culture de l'inceste, quoi, pour remettre les choses en place. En fait, c'est un terme que moi j'ai lu dans un article que Juliette Drouard avait écrit, et Juliette ne conceptualisait pas à ce moment-là ce terme, mais en le lisant, je me suis dit que c'était un terme qu'il fallait vraiment investir et déployer, parce qu'il résonnait vraiment comme le terme de culture du viol, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu une image du viol qui n'était pas celle qui était proche de la réalité et de la vérité, ce qui empêchait beaucoup de victimes de viol de comprendre qu'elles étaient victimes. Et je pense que c'est un peu les mêmes mécanismes qui s'opèrent dans l'inceste, parce que l'inceste, en fait, est très peu nommé comme violence, et l'inceste est vraiment érotisé dans toutes nos cultures, en fait. Donc dans nos arts, dans la littérature, au cinéma, dans les séries. Et moi, c'était quelque chose, une conclusion auquel j'étais déjà arrivée dans mon premier ouvrage qui s'appelle Sex and the Series, où je m'étais vraiment penchée sur la question de la représentation de l'inceste dans les séries américaines, et je m'étais rendu compte que la relation incestueuse la plus montrée était la relation adelphique, donc frère et sœur, et qu'elle était tout le temps érotisée, et que la relation, enfin même pas la relation, c'est-à-dire l'inceste père-fille, était celui qui était tout le temps absent, alors que c'est le plus courant dans nos sociétés. Et je me suis dit qu'il y avait un nœud là entre ce qu'on montrait pas, et surtout comment on le montrait. Et donc on a utilisé ce concept en fait de culture de l'inceste pour montrer qu'en fait il y avait un vrai angle mort dans notre manière de réfléchir à ce terme-là, et que l'inceste en fait ne peut plus être vu comme un tabou parce qu'il concerne au moins une personne sur 10 en France, et que donc il faut voir le tabou, enfin il faut voir l'inceste comme étant partout et non plus comme un tabou. Et l'autre facette du livre, c'est du coup, comment est-ce qu'il est représenté, comment est-ce qu'on le voit, et comment est-ce que ces représentations-là ont un impact sur notre manière de parler de l'inceste, notre compréhension et nos réparations. Et donc, ne pas nommer inceste comme violence, parce que l'inceste est toujours une violence, et toujours une question de domination, c'est très problématique. Et voilà, et on voit que dans nos arts, et moi je me suis vraiment penchée sur le cinéma, dans le livre, l'inceste est vraiment banalisé comme une relation érotique, et quand il est représenté entre le père et la fille, c'est toujours en fait de la faute de la fille. Et en fait, le mythe de la figure de la Lolita, enfin en tout cas c'est ce que j'argumente dans le livre, pour moi, vient soutenir en fait toute une culture de l'inceste. On oublie en fait dans le Lolita de Kubrick que la relation en fait est entre un père et une fille, et ça a toujours été oublié. Et dans la version de Kubrick, contrairement en fait au roman de Nabokov, qui adopte parfois le point de vue de Lolita et qui montre sa souffrance et qui montre que ce sont des viols, dans la version de Kubrick, la mise en scène en fait érotise le corps de la jeune fille et la rend responsable des actes incestueux du père. Et à partir de ce moment-là, donc pour moi il y a une bascule qui opère dans les années 60, qui fait que la figure de la Lolita va servir en fait à autoriser des représentations incestueuses ou incestuelles entre les figures paternelles et les jeunes filles dès l'âge de 11-12 ans. Mais moi, ce que j'aimerais te dire déjà, c'est merci, parce qu'en fait, le regard féminin et le plus récent, la culture de l'inceste, sont des ouvrages qui sont vraiment, pour l'instant, clés, je trouve, dans la situation que nous, on est en train de traverser
toi tu regardes le cinéma, mais en fait ça nous aide aussi à regarder la bande dessinée et c'est des ouvrages vraiment clés. Donc merci. Je les montre comme ça, les gens qui nous regarderont, ils les verront. Parce que c'est important. Moi, je me demandais si tu étais une lectrice de bande dessinée et si... moi, j'ai surtout reparcouru le regard féminin. Tu parles justement de mise en scène et je me demandais si, voilà, comment... je crois que c'est assez évident de déplacer ça dans le champ de la bande dessinée parce que c'est celui-là qu'on regarde particulièrement aujourd'hui. Mais je me demandais si tu étais lectrice et si toi tu avais identifié, si jamais tu lis des BD, en termes de mise en scène et tout ça, des aspects spécifiques à la page, à l'album, au livre. Pas lectrice de BD, même si je pense que ça commence à arriver dans ma vie, mais c'est très tardif, ce qui est toujours réjouissant de se dire qu'il y a tout un pan qu'on n'a pas encore exploré. Par contre, je vois très bien quand moi je suis confrontée à des dessins ou enfin à tous les arts en fait. C'est vrai que de dire que en fait on fait toujours des choix dans la manière de représenter des figures, des corps, des visages. Et très souvent, je trouve que l'argument je me rendais pas compte ou c'est comme ça qu'on m'a appris montre la paresse. À force d'être entouré de ces images-là, on les reproduit sans questionner la charge politique de la mise en scène. Et donc, parce que j'ai aussi été journaliste à un moment où j'ai interviewé pas mal de réalisateurs et de réalisatrices qui ne comprenaient pas du tout en quoi leur scène était problématique. Et donc, il y a vraiment tout un travail de déconstruction, mais même pour nous, en fait, en tant que lectrice ou en tant que spectatrice, de comprendre que toute manière de mettre en scène délivre un message politique. Et peut-être qu'on n'a pas envie de l'analyser, peut-être qu'on n'a pas envie ou peut-être que parfois on n'a pas les outils pour vraiment comprendre, mais moi ce que j'ai beaucoup essayé de mettre en avant dans le regard féminin, c'est de faire confiance en fait à son corps et à son ressenti. C'est-à-dire que en lisant quelque chose, si on se sent mal à l'aise, si même si on ressent par exemple une excitation mais dont on n'a pas envie de ressentir, ou qu'on se sent forcé d'une manière ou d'une autre, ou captif ou captive, on a le choix en fait aussi d'arrêter de lire cette œuvre, de sortir du cinéma, de fermer son ordinateur. Voilà, je pense qu'on ressent très bien ce qu'un livre ou un film ou une série veut nous imposer comme message. Et même si on n'a pas les outils ou les clés d'analyse, ou qu'on peut trouver ça peut-être parfois trop intellectuel, je pense qu'on peut faire vraiment confiance à son corps. Et que ça, c'est quelque chose qu'on nous a très peu appris, qui avait une valeur en fait à suivre ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de remettre cette idée de ressenti et de plaisir quand on est face à une œuvre. Et qu'on a le choix, en fait, qu'il y a quelque chose aussi qu'on a le droit et on a le choix de s'entourer des œuvres dont on a envie de s'entourer. Et moi, je préfère m'entourer d'œuvres aujourd'hui qui me ressemblent. Et c'est mon choix. Et ça ne me manque pas, en fait, de ne plus être confrontée à des œuvres qui, à un endroit, vraiment me faisaient violence. Oui, il y a un aspect vraiment important dans le regard au féminin, c'est la place du spectateur, en fait. Où est-ce qu'on se trouve? Et si on sent qu'il n'y a pas de place pour nous, ou qu'on est forcé, oui, on a le droit de revendiquer le fait qu'il y a un problème pour nous et de se passer de certaines œuvres. En fait, toutes les œuvres sont adressées. Il y a une adresse toujours dans une œuvre. Donc, il faut bien comprendre à qui s'adresse l'œuvre, en fait. Je pense que moi, je viens d'avoir une expérience en tant que réalisatrice. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de réfléchir à qui j'avais envie de m'adresser. Et c'est quelque chose une question que je me pose tout au long du processus. Parce que le diffuseur, par exemple, n'a pas envie que je m'adresse aux mêmes personnes, ou mon producteur, ma productrice, n'ont pas forcément les mêmes envies. Mais je pense que
quand on crée quelque chose, ça demande une telle énergie que forcément on sait pourquoi on crée cet objet. Ouais. Et donc je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être qui créent leurs objets pour eux-mêmes, mais je trouve que ça se sent, en fait, quand les œuvres ne sont pas adressées de manière généreuse, quoi, à ceux et celles qui les regardent. C'est bien ça qui nous occupe, je crois. Ariane, toi, tu avais d'autres questions? Ouais, du coup, ça me donnait envie de parler aussi un peu de toute la question des conditions de production des images. Du coup, dans la culture de l'inceste, il y a un chapitre qui est écrit par Ovidi qui traite des représentations de l'inceste et de la pédocriminalité dans le porno et qui pose plein de questions qui sont hyper intéressantes et qui s'appliquent un peu aussi dans le cas de la BD, de savoir est-ce que au final les productions sont sexistes parce que l'industrie qui les produit sont sexistes? Est-ce que ce qui est plus important, ça va être les conditions de tournage et au final ce qui est représenté est pas tellement important si au final les performeuses sont bien traitées? Est-ce que du coup ces images elles ont un effet sur le réel ou pas? Bon, ça tu y as déjà un peu répondu, mais du coup est-ce que t'as des choses à ajouter là-dessus, quoi? Est-ce que toi pour le cinéma t'as regardé un peu la question des conditions de production? Alors ouais. Je pense que ça a un impact énorme. Je pense que je m'étais intéressée à la question vraiment financière avant, c'est-à-dire quel budget était alloué à qui et regarder vraiment les différences. Par exemple, en France, il y a un écart de salaire de 42% si on est une femme réalisatrice et un homme réalisateur. Donc, les écarts de salaire, les écarts de budget entre un premier film, un second film, un troisième film, tout ça, j'ai pu me reposer sur ces chiffres-là pour voir vraiment le sexisme qui opère dans l'industrie et qui forcément a un impact sur les images qu'on voit, parce que si on nous donne, quand on est une femme et qu'on fait un premier long métrage, on nous donne beaucoup moins d'argent qu'un homme et qu'on a des budgets qui sont plus autour de 1 million, 2 millions, eh bien forcément on ne peut pas faire de films qui se passent avec des explosions, on ne peut pas faire certains mouvements de caméra. En fait, on est obligé de filmer des chambres, enfin soyons clairs. Donc cette restriction économique, forcément, va avoir un impact sur quelles images on peut créer et malheureusement, il va y avoir sûrement une limitation dans ce qu'on a envie de faire. Et après, au-delà de comprendre comment les budgets impactent nos images, je pense que pour moi, ça a vraiment été une révélation de faire cette première série. Parce que j'ai vu mes désirs à l'écriture et comment la majorité de mes désirs ont été gommés pour des questions financières. Et donc, je n'aurais pas le droit, en fait, de faire la série que j'aurais aimé faire. Et c'était assez intéressant parce que ma série raconte l'histoire d'une cascadeuse qui tombe amoureuse de la star de cinéma qu'elle double, et elles sont en train de faire un remake d'un biopic de Musidora. Et en fait, au même moment, Assayas, donc Olivier Assayas, qui est un grand cinéaste, a fait pas du tout la même chose, mais c'est basé un peu sur la même idée, c'est-à-dire qu'il a reproduit le tournage des Vampires de Feuillade, dans lequel Musidora incarnait Irma Vep, et lui, il a eu plus de 52 millions, et moi, j'ai eu moins d'1 million. Et donc, forcément, je dis pas du tout que je suis aussi forte que Assayas en mise en scène, mais je dis juste que forcément, je peux pas en fait raconter l'histoire que j'ai envie de raconter et l'histoire du cinéma que j'ai envie de raconter. Et moi, j'ai eu le droit, voilà, à 50 secondes d'extrait. Il a eu le droit à plus de 15 minutes. Enfin, c'est des choses très concrètement, en fait, quand on essaye de raconter d'autres récits à travers un prisme féministe, on n'a pas d'argent. Faut se le dire, quoi. Alors déjà, je pense que je pense que j'ai beaucoup de chance déjà d'avoir réussi à faire cette série qui est une série féministe et qui en plus est une série lesbienne, mais je mesure que même quand on a beaucoup de chance, il faut vraiment tout le temps faire ses preuves et qu'au final l'œuvre est différente, quoi. Et bon, évidemment, on va me dire oui, mais il y a des hommes aussi qui font du cinéma, petit budget, indépendant, et qui se battent pendant des années pour faire vivre leurs histoires. Je dis pas le contraire. Mais je dis juste que quand on regarde la réception des films et qu'on fait le bilan d'une année, qu'on a des chiffres,
c'est très clair en fait, les histoires qui sont racontées avec de l'argent et les histoires qui sont racontées avec très peu d'argent et aussi les histoires qui ne sont tout simplement pas racontées. Et donc il y a vraiment, je veux dire, le constat est là. Ouais, et nous aujourd'hui on se retrouve face à des gens qui crient à la censure et qui n'arrivent pas à voir tous les aspects structurels en fait de toutes les voies qui n'existent pas aujourd'hui en fait, et qui ne peuvent pas exister parce qu'elles sont pas financées, parce que ne sont pas éditées, parce qu'elles sont offensées, parce qu'elles sont en réparation. Et oui, bien sûr. C'est exactement ce qu'on est en train de traverser. Ben, je pense que l'argument de la censure ne peut être dit que par quelqu'un qui est à une place privilégiée. On s'entend. En fait, il suffit, et c'est vrai que moi, j'ai tendance, c'est le moment, en fait, de la colère, pour moi, parce que c'est vrai que je me mets vraiment en colère sur cette question de la censure, parce que, ça veut dire que les personnes n'ont pas travaillé. Pour moi, ça veut dire que les personnes n'ont pas ouvert un livre d'histoire de l'art, n'ont pas regardé les chiffres de commission CNC, n'ont pas travaillé. Parce qu'il est extrêmement clair que la censure, elle n'est pas du côté de leur côté, elle est du nôtre. Ouais. C'est une évidence. Quand on regarde la manière dont toutes les femmes artistes ont été effacées de l'histoire, quand on regarde aujourd'hui les films qui sortent, quand on voit à qui les gros budgets sont alloués, quand on voit le système qui est mis en place pour l'entraide entre hommes, je veux dire, c'est hallucinant. Donc, si on parle de censure, mais vraiment, regardons qui a été mis à l'honneur. Qui est mis à l'honneur au Festival de Cannes, à Angoulême, dans tous les grands festivals, qui est mis à l'honneur. Regardons les chiffres des sélections. C'est-à-dire, c'est très simple. Le constat au cinéma, dans toutes les écoles de cinéma d'Europe, il y a 50% de femmes. Oui. Dans la branche de réalisation. On passe au court-métrage, on est à environ 30%. Premier long-métrage, on est autour de 20%, voire beaucoup moins dans d'autres pays d'Europe. Où sont les femmes? Que se passe-t-il? C'est pas parce qu'elles ont des moins bonnes idées, qu'elles sont moins fortes que les hommes. C'est qu'elles discriminent. Voilà, c'est de la discrimination. La discrimination, elle est là. Elle se trouve pas au niveau de la censure des hommes qui veulent nous raconter qu'ils ont hyper envie de violer leur fille ou leur sœur. Arrêtons. Ce discours-là, il est omniprésent. Oui, on peut le trouver partout. Donc, réfléchissons vraiment à quels sont les récits qui sont censurés. Ceux qui donnent l'argument de la censure ne savent même pas ce que les autres traversent. Sinon, ils ne pourraient pas donner ce récit-là. La censure, elle est du côté de toutes les personnes qui sont opprimées, discriminées et qui n'ont pas voix au chapitre. Tout à fait. Merci. Petite question en forme d'ouverture. Ça fait 3 ans que Le Regard Féminin est sorti. Je regardais, c'est février, donc c'est son anniversaire presque. Ouais. Et en plus, tu disais que là, toi, tu es toi-même dans une situation de tournage. Est-ce que entre le moment de la sortie du livre et aujourd'hui, tu as la sensation positive que qu'il y a une prise de conscience, que ce livre n'est pas lu que par les féministes et les minorités concernées, mais que ça percole un peu? J'ai très envie d'être positive, mais je le suis pas. Je pense qu'il y a une vraie fracture qui s'opère, et je pense que la fracture, c'est une ouverture, donc ça deviendra quelque chose de positif, mais je pense qu'on a un moment de fracture qui, pour moi, est très douloureux. Je pense que il y a une vraie scission, et je suis pas sûre qu'elle soit que générationnelle. Et cette scission m'inquiète parce que je trouve qu'il y a énormément de violence, et je pense que c'est ce qui moi m'intéresse en tout cas, c'est que cette violence-là, cette scission-là va peut-être nous permettre de nous rassembler, de faire preuve de plus de sororité et d'utiliser d'autres outils, quoi. Et moi, je pense que, l'impression que j'ai de la part de mes lectrices, c'est que c'est quand même des personnes qui ont très envie de s'armer politiquement, intellectuellement, qui sont au travail, qui prennent le temps de réfléchir. Et ça me réjouit parce que je me dis que d'autres idées vont émerger, qu'on va réussir à créer quelque chose de notre côté. Mais je suis pas sûre qu'on va réussir à créer quelque chose ensemble. Je pense qu'il y a trop de choses qui sont en jeu. Je pense que le patriarcat est quelque chose de très bien mis en place et que les personnes qui ont envie de rester dans ce système-là
feront tout pour que ce système reste en place, parce qu'il y a trop de privilèges et ils ont trop de choses à perdre. Et après, je pense qu'il y a la question du désir, et du coup de réfléchir vraiment à l'hétéropatriarcat et pas que le patriarcat. Et je pense qu'il y a une très grande menace qui vient de personnes qui questionnent le désir. Et donc, quand on questionne l'inceste, on questionne le désir incestueux ou incestuel, et que ça renvoie les personnes à des choses trop intimes. Et comme le dit Dorothée Ducy dans le livre, l'inceste, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc c'est vraiment très troublant, mais ça veut dire que soit la personne qui reproduit le geste a elle-même été incestée, soit elle l'a vu faire. Et donc ça parle d'une chaîne très longue de personnes qui connaissent des violences, et savoir regarder cette chaîne, c'est très douloureux. On va pas se mentir, c'est extrêmement douloureux, c'est difficile, ça demande beaucoup de courage, et parfois on ne peut pas. Et donc il y a un endroit pour moi d'empathie aussi pour ces personnes, parce que elles ne peuvent pas regarder. Donc elles détournent le regard et ça crée d'autres violences. Mais voilà, je pense qu'on parle de changements qui sont tellement profonds, notamment autour de la question de l'inceste, que pour moi ça va prendre au moins une génération. Et je pense qu'on est aux prémices, c'est-à-dire qu'on est au moment de la prise de conscience, mais pour que cette prise de conscience puisse devenir vraiment des actes, puis vraiment changer les mentalités, c'est-à-dire que apprendre à désirer sans dominer le corps de l'autre, pour moi c'est ça la clé, et pour moi ça prend beaucoup de temps dans nos intimités et dans ce qu'on apprend aux générations futures. Parce qu'il faut qu'il y ait tout un système, il faut qu'il y ait d'autres images, il faut qu'il y ait d'autres régimes d'images pour que ce désir-là il puisse aussi s'apprendre et qu'il puisse aussi circuler. Donc voilà, je pense qu'on est au moment de la fracture. Et j'espère que d'autres œuvres vont émerger, et je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on s'organise politiquement mais aussi économiquement pour que d'autres œuvres émergent. Ça veut dire avoir ses propres maisons d'édition, avoir ses propres maisons de production, avoir ses propres réseaux, et repenser en fait comment les choses circulent. Et je le vois bien, c'est-à-dire que la culture de l'inceste, je connais les chiffres, je sais que le livre est lu et qu'il est beaucoup acheté, mais Juliette, moi et les autoristes du livre, par exemple, on n'est invité à aucune conférence. On est invité à une conférence, par exemple à Genève, et vous avez été la deuxième invitation. Et donc je m'étonne que ce livre qui connaît son public ne soit pas plus mis en avant par les lieux culturels, par les institutions, par les lycées, par les collèges. Voilà, donc je m'interroge sur le fait que la réception critique du livre soit très bonne, et qu'en même temps, après, il n'y ait plus rien. Ouais. C'est interpellant. Voilà. Ouais. Mais voilà, comme tu dis, en attendant, il faut s'organiser pour produire et faire circuler d'autres récits, quoi. C'est vraiment ça dont on... Et je pense vraiment qu'il faut créer des réseaux d'entraide, parce que on est très seul en fait quand on essaye de faire des œuvres qui ne participent pas au discours dominant, et c'est très décourageant. Et je pense que pour le livre autour de l'inceste, et c'est ce qu'on explique avec Juliette dans l'introduction, c'est la difficulté à ce que cette œuvre existe a été énorme. Et donc si on est seul face avec notre œuvre, c'est tellement difficile. Et moi je le vois à mon échelle, c'est-à-dire en faisant cette série, j'ai pris une co-scénariste, mais heureusement qu'elle a été là à des moments de retour en fait, de personnes qui ne se sentent pas concernées par les questions de violences sexuelles et sexistes, qui ne se sentent pas concernées par ce que c'est d'être une lesbienne. Et du coup, on s'en prend plein la tête. Et si on est seul, franchement, on a envie d'arrêter, quoi. Mais vraiment. Et il faut être extrêmement soutenu. Et donc, je pense que vraiment d'avoir des réseaux de sororité, quoi, de personnes qui
juste vous lisent, vous soutiennent, comprennent les efforts. Ça me paraît absolument essentiel pour aller jusqu'à la diffusion de l'œuvre. On va faire ça. On va Carrément. ça. Ariane, Je pense que c'est... Bah non, mais du coup, ça me fait penser au fait que c'est aussi pour ça que notre mobilisation, elle a autant de valeur entre autoristes, étudiantes, etc. C'est cet aspect collectif où du coup, la réponse est désolante, mais on sait où se trouver, comment en parler, et ça fait beaucoup de bien, quoi, déjà. En fait, de savoir identifier ses alliés est énorme. Et donc, on est obligé de se rassembler pour le voir. Et je pense que c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire que et maintenant qu'on peut, enfin, je suis désolée de ne pas être là avec vous physiquement parce que j'aurais vraiment aimé, parce que je trouve que c'est vraiment les moments où on se voit physiquement dans une salle, qu'on comprend qu'on n'est pas seul. Et à partir du moment où on sait qu'on n'est pas seul et qu'on s'organise, on est beaucoup plus puissant et puissante. Donc c'est vraiment de connaître ses alliés et de participer à des chaînes et de devenir une chaîne et de s'aimer. Je trouve qu'on va gagner certaines de nos batailles, pas toutes, mais en tout cas certaines. Ouais. Merci. Merci à vous, et puis courage et on se tient au courant. Ouais. Courage à toutes et tous. Ouais. À très vite. Merci. Ouais. Au revoir. Bientôt. Merci à Iris, Johanna et Ariane pour cette intervention. J'appelle maintenant Marie, Anne-Laure, Myrion et Catherine à monter sur la scène pour la suite de la rencontre. Bonjour, alors déjà merci pour l'invitation. Donc je suis Marie Bardiot-Vaillant, je suis scénariste de bande dessinée historienne. Et première chose, je suis ravie d'être là parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes, pour moi vous êtes des jeunes personnes, voilà, d'une génération de moins, je dirais. Et la question de la transmission chez moi est fondamentale dans mon militantisme. Je dis souvent, je me définis comme activiste autonome, je milite sur pas mal de sujets, sur les droits humains, sur le féminisme, sur la justice en général. Je milite depuis que j'ai 20 ans pour l'abolition universelle de la peine de mort et je suis féministe anticarcérale. Je précise tout ça parce que c'est important dans mon discours, en fait. J'appartiens au collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme qui a été monté en 2015. Et alors, moi, j'ai mes petits tips et donc je suis, comme je vous le disais, historienne. Et il est important pour moi de dire que la lutte aujourd'hui s'inscrit dans une lutte qui existe depuis des décennies. Ça, c'est fondamental parce que par rapport à nos détracteurs qui ont tendance à dire que tout d'un coup, ces féministes excitées s'énervent, mais qu'est-ce qui leur prend ? Non, en fait, on pourrait remonter au moins depuis les années 70, quand il y a eu le magazine Anana, qui a été fondé notamment par Chantal Montelier, magazine qui a été d'ailleurs censuré, c'est un des rares cas, au bout de moins d'une dizaine de numéros. Donc magazine féministe censuré pendant que les hommes, eux, sortaient un peu tout ce qu'ils voulaient. On a la Tribune du Monde en 1985 de mémoire de Jeanne Puchol, Nicole Clavelou, Chantal Montelier et Florence Estac qui dénoncent donc déjà en 1985 le comportement de leurs collègues masculins, les blagues lourdes, les agressions, la façon dont elles sont traitées, elles, physiquement, en fait, dans les festivals, mais aussi par rapport à tout ce sujet sur le dessin de filles, le trait de filles, voilà, la légitimité en tant que femme de pouvoir dessiner de la bande dessinée, parce que c'est finalement ça aussi le cœur du sujet en tant que femme, de pouvoir faire la bande dessinée, d'avoir le droit de la bande dessinée, de pouvoir être reconnue comme autrice de bande dessinée. En 2007, on a le prix Artemisia qui est mis en place encore. Elles sont cofondatrices Jeanne Puchol et Chantal Montelier, donc qui est à ce jour le seul prix en France qui récompense des bandes dessinées réalisées par des autrices. Voilà, donc là, on a pu entendre tout le discours sur, en fait, mais comment elles excluent les hommes, mais que quoi est-ce, comment est-ce possible, et pourquoi nous on n'a pas le droit de faire partie, c'est sexiste et tout. Oui, enfin ça va aller.
On rappelle que jusqu'à il y a 4 ans, le festival d'Angoulême, le FIBD, n'avait récompensé qu'une seule femme, qui était donc Florence Sestac, puisque même Claire Bretéché n'avait eu qu'un prix anniversaire. Alors, on n'avait pas eu le droit de revoter pour elle, parce que quand même, c'était considéré comme un grand prix, mais dans le cas de Johan Svar, qui lui-même a eu un prix anniversaire, il avait lui néanmoins le droit de reconcourir à nouveau pour le grand prix. Tout ça est extrêmement nébuleux. On n'a jamais rien compris, je suis pas sûre que non plus, mais enfin ça dénote quand même toujours des mêmes mécanismes. En 2015, donc, à l'initiative notamment de Jules Marot, Lisa Model et Tanks, le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme voit le jour à l'été, et suite à une énième demande du Centre belge de la bande dessinée de faire, alors de mémoire, pareil, mais grosso modo, une exposition de femmes sur les filles, la BD de filles, etc. Bon, là, la coupe est pleine, donc le collectif est monté et créé. Au début, nous sommes une petite centaine jusqu'à décembre 2015, janvier 2016. À ce moment-là, éclate l'affaire dit FIBD 2016, le Grand Prix sans femme. Voilà. À une liste de 30 noms, pas une femme. J'ai ouvert je me lève tôt, j'ai ouvert mon mail très tôt. Il y avait des étrangers, donc voilà, je pars du principe que je ne connais pas tout. Je suis allée vérifier quand même les noms des 2 japonais. Je me suis dit, non, c'est vraiment des messieurs aussi, il y a un problème. Donc là, on appelle au boycott. Et nous sommes donc une centaine à dire aux collègues, mais stop, arrêtez de voter, parce qu'il n'y a quand même pas une seule femme dans cette liste de 30 noms sur le Grand Prix d'un festival international, quoi. C'est même pas le bouquin de l'année, c'est pas ça, c'est des carrières. Enfin, si on n'arrive pas à trouver sur tous les continents une seule autrice à mettre dans cette liste, c'est un petit peu grave. Donc bon, là s'ensuivent des débats multiples, pénibles, très longs, les mêmes arguments. Néanmoins, il y a quand même un peu un frein, et on arrive à faire bouger le FIBD, où on retrouve un Franck Bondou qui donc à Canal+, finit par dire que ces histoires de bonnes femmes, grosso modo, ça le fatigue. Néanmoins, s'il faut effectivement donner quelques noms, que elle donne une liste de 6 noms qu'on parsèmera comme ça un peu au milieu. D'abord, c'était pas possible. Mais ce que nous avons gagné cependant cette année-là, c'est la récupération de la démocratie, puisqu'à partir de janvier 2016, les auteurs et les autrices votent pour qui veulent au premier tour, en fait. Puis on ne nous impose plus de liste. Donc, voilà. Alors, le truc, c'est qu'il y a plein d'auteurs ces dernières années qui ne votent plus, des auteurs, je précise, et qui disent « Ah, mais vous faites du lobbying pour mettre des femmes comme ça ». Alors, oui ou non, ça dépend des années au demeurant. Ça arrive, mais c'est pas systématique. Moi, je sais qu'il faut pas beaucoup de voix, effectivement, pour faire monter quelqu'un au premier tour. Avec une centaine de voix, ça suffit, parce que le vote est tellement volatile. Donc, si on veut, on peut, effectivement. Sur le deuxième tour, c'est quasi impossible. Et néanmoins, messieurs, vous ne votez plus parce que vous en avez marre, sauf que quand il y a des femmes qui arrivent au premier tour, ça vous pose un problème, et vous dites qu'elles ont triché, ça va pas du tout, c'est pas démocratique. Vous votez pas, c'est vous qui vous servez pas de votre droit que les autrices ont gagné en 2016. Enfin bon, tout ça, encore une fois, pile tu perds, face tu perds, on en revient toujours au même. Suite à ça, le collectif, il y a eu aussi la question des témoignages retour du FIBD 2017, où on a un groupe privé où les autrices se disent « Ah bah cette année, c'était assez cool, le FIBD, on n'a pas... » Voilà. Et parmi toutes les autrices, on était 150 à peu près à l'époque sur ce groupe, une libère sa parole, et suite à ça, en 3 jours, on récolte plus de 70 témoignages, donc sur un groupe de 150. 1 sur 2, de témoignages de comportements sexistes jusqu'à de la parole, on va dire, déplacée, de la blague lourde, etc. Sur les abus de pouvoir, que ce soit de la part de certains éditeurs, ce soit aussi du fait de collègues avec des notoriétés, jusqu'effectivement aux agressions sexuelles, viols et coups. Ces derniers, nous ne les avons pas mis en ligne parce que, en fait, même si tout ça était anonyme, il était hors de question, nous sommes un collectif, que nous puissions prendre le risque
de la reconnaissance d'une autrice se plaignant et donc d'un possible procès en diffamation, d'une plainte en diffamation, parce qu'on n'avait pas les épaules, nous, financièrement, pour ça. Donc, quand des auteurs, des collègues nous ont dit, mais c'est pas possible, il peut pas se passer ça, nous, on est de gauche, on dessine des petits Mickey, enfin, c'est nos potes. Bon, oui, d'accord, quel est le rapport? Comme si dans les groupes militants de gauche, il se passait pas des problèmes. Enfin, voilà, hein, la lutte des classes, l'abolition du patriarcat, quand la lutte des classes sera finie, c'est toujours la même question. Bon. Faisons les deux en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Et donc, on leur dit, mais non, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les témoignages les pires, vous ne les lirez jamais. C'est ça. C'est qu'en fait, on a baissé d'un cran ce qui se passe dans ce milieu-là. Il y a eu une légère prise de conscience, je crois, à ce moment-là. C'était juste avant MeToo, en plus. Et moi, je me rends compte que y a eu quelques stratégies qui se sont mises en place. Par exemple, moi, la première, j'ai été extraite de 2-3 situations un peu pénibles pour moi, juste en envoyant par un SMS à un collègue que je savais qui était dans le camp en disant « Viens, je suis à tel endroit, viens m'extraire ». C'est des choses qui se font très facilement. Le collègue arrive, bonjour Marie, tiens, on devait parler d'un scénar, etc. C'est facile, ça ne génère rien d'autre, et l'autrice en fait se retrouve de nouveau en cadre safe, et elle a été vraiment exfiltrée en fait de l'endroit qui lui posait problème. Je rappelais donc tout ça parce que, au dehors du fait que je suis une historienne obsessionnelle, ça me semble toujours très important de rappeler dans quoi s'inscrivent les luttes à un moment donné et d'où on vient, de quoi on vient et de qui on vient. Parce que finalement, sans Jeanne Puchol, Nicole Clavou et Chantal Montelier, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui ou pas de la même façon. Et ça, c'est toujours important. Je suis absolument pas compétente en revanche sur les questions de pédocriminalité, d'inceste. Je rappelle néanmoins parce que c'est important pour moi aussi. Donc j'ai dit que je suis féministe anticarcérale. J'ai beaucoup de collègues ces derniers jours qui n'arrêtent pas d'écrire sur des murs Facebook « Qu'est-ce que vous voulez? C'est nous guillotiner !» Moi, ça fait 25 ans vraiment, je suis sur le terrain, je fais des mobilisations pour les condamner à mort. Donc bon, je le prends assez mal. Non, donc on veut guillotiner personne, on veut mettre personne en prison. Le sujet, c'est pas la sanction, c'est pas la répression, c'est pas le pénal, c'est en fait de changer un tout petit peu cette société pour qu'on avance, pour qu'on aille, oui, je sais pas, vers comme je dis souvent, quand je finis là-dessus, quand je dis que je suis anticarcérale, souvent des femmes me disent mais en fait Marie, les violeurs, même pour les violeurs, je dis ouais, et elles me disent mais donc tu veux laisser les violeurs en liberté? Je dis mais les violeurs ils sont en liberté. Donc le sujet c'est pas de se dire quand 1 sur 1000 effectivement prend une peine de prison, ça y est nous sommes en sécurité. Ça c'est un mensonge du pouvoir puisque les violeurs ils sont en liberté. Donc moi ce que je veux pas particulièrement mettre les violeurs en prison, je veux plus qu'il y ait de viol dans ce pays et dans le monde, ce qui n'est pas du tout la même chose et c'est pas en multipliant les places de prison qu'on y arrivera. Tout ça pour faire la transition avec Anne-Laure qui elle est donc spécialiste de ces sujets juridiques et merci d'être venue depuis Rennes. Merci Marie. Alors bonjour, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Surtout que je vois qu'on a un public assez nombreux et qu'il semble y avoir pas mal d'hommes cis dans cette salle, ce qui pour une féministe qui a un petit peu l'habitude de participer à des débats féministes, mais aussi à prendre la parole ou à aller dans des assemblées où on va parler d'enfance, de pédocriminalité, est suffisamment rare pour le souligner. Donc pour moi c'est quand même un peu l'idée que peut-être les choses évoluent et que dans les plus jeunes générations, même si je considère que vous êtes jeunes, les choses peut-être bougent un peu. Je vais me représenter rapidement parce que ce que vient d'expliquer Marie, pour moi, c'est extrêmement important de vous dire un peu d'où je parle et effectivement de se situer un peu parce que sur ces histoires de représentation pédopornographique, on a entendu beaucoup de choses qui en fait vont réduire le débat à censure versus puritanisme, enfin censure et puritanisme d'un côté versus défenseur de la liberté d'expression. Or je pense qu'il ne faut absolument pas
se laisser enfermer dans ce débat. J'ai été magistrate jusqu'à l'année dernière, j'ai démissionné de mes fonctions pour des raisons diverses et variées, et notamment parce que j'y trouvais plus ma place par rapport à mes opinions et à mon militantisme politique. C'est pas la seule raison, mais c'en est une. Donc je suis féministe, mais en réalité, dans mon militantisme, historiquement, en fait, je me suis construite politiquement autour de l'anti-répression. Ce qui peut paraître un peu bizarre quand on est juge, puisque en fait j'ai été notamment juge d'instruction, juge des enfants, etc. Mais en militant au sein d'un syndicat de magistrats qui prend des positions extrêmement, systématiques sur tous les projets de loi répressifs, qui prend défense pour la liberté d'expression, etc. Et quand je dis qu'il se positionne politiquement, y compris effectivement quand on a des lois répressives contre les délinquants sexuels, quand on a des lois qui viennent restreindre la liberté d'expression, etc. Donc tout ça pour vous dire que je suis assez à l'aise en fait pour soutenir effectivement un mouvement de lutte qui est venu dire stop, on en a marre que vous mettiez en avant un auteur qui dans ses œuvres renvoie en fait des images qui posent un certain nombre de questions. Et pour autant, parce que moi aussi je suis pas dans une optique répressive, comme Marie, je souhaite pas que les œuvres en fait soient saisies, censurées, retirées de la vente, etc. On n'en est pas là. Je souhaite pas que Bastien Vivès ait des poursuites pénales, etc. Ce qui a pourtant, il y a une enquête en cours, etc. Moi, je pense que c'est pas forcément la bonne solution et que la bonne solution c'est celle-là, c'est-à-dire quand vous, localement, des étudiants dans une école, des militantes féministes organisent un débat pour qu'on parle de ça en fait. Voilà. Alors, je vous dis aussi mon expérience professionnelle parce que donc je viens plutôt de l'anti-répression et mon féminisme, il s'est construit énormément autour de la question des violences sexuelles et notamment de la question des violences sexuelles sur mineurs. Parce que quand on est magistrat, juge d'instruction, donc on instruit des dossiers, des affaires criminelles, quand on siège en correctionnel, quand on siège aux assises, et quand on est juge des enfants, c'est-à-dire qu'on agit au nom de la protection de l'enfance, la question des violences pédocriminelles, on y est confronté quasiment chaque jour. Voilà. Donc mon expérience et mon militantisme, il a été nourri de tout ça. Alors moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire la loi, même si je vous ai expliqué que mon idée, en tout cas, je pense pas que ça soit la solution d'aller vers le répressif, mais en tout cas, c'est intéressant, je pense pour vous, puisque l'idée, c'est aussi de vous armer sur des sujets qui sont pas forcément les vôtres, pour pouvoir répondre, en fait, à un certain nombre d'arguments qui vous sont opposés, que c'est quand même assez intéressant d'avoir une idée, c'est quoi aujourd'hui la loi en la matière, d'où elle vient, pourquoi, et effectivement les effets, et que vous puissiez être nourri un peu d'un certain nombre de choses pour réfléchir aux effets des représentations dessinées de pédopornographie. Alors, la loi, pour vous expliquer, je vais essayer de faire simple, et je vais évidemment pas vous assommer de détails et tout ça, mais la première chose à dire, c'est que effectivement la liberté d'expression, c'est un droit fondamental, et donc la liberté de création artistique, elle est effectivement inclue dans cette liberté d'expression, mais pour autant, depuis très longtemps, cette liberté n'est pas absolue. La grande loi sur la liberté de la presse, c'est la loi de 1881, et qui pose déjà une interdiction de l'apologie d'un certain nombre de crimes, et notamment des violences sexuelles sur mineurs. Donc, il est absolument faux de dire que l'artiste est libre, absolument, qu'il peut faire tout et n'importe quoi. En réalité, ça fait très longtemps qu'il y a un certain nombre de restrictions à la liberté d'expression. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a d'autres libertés publiques en jeu. Voilà. La diffamation, etc., c'est aussi une restriction de la liberté d'expression. Si je traite Bastien Vivès de pédophile, il a le droit de me poursuivre pour ses propos. Voilà. Donc, c'est faux de dire qu'on peut tout dire, etc., et qu'on n'a pas à s'occuper des conséquences, et qu'on n'a pas de compte à rendre au motif qu'on serait un artiste. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez, en 1994, qui entre en vigueur ce qu'on appelle le nouveau code pénal. Le code pénal, c'est, vous savez, les textes qui listent les comportements qui peuvent être passibles, notamment de prison, de peine d'amende, etc. Donc le nouveau code pénal entre en vigueur en 1994, et à ce moment-là, en fait,
parce que la société a évolué, est abrogé un vieux délit qu'on appelait le délit d'atteinte aux bonnes mœurs, qui était une espèce de délit fourre-tout, en clair qui n'était pas très progressiste, c'est-à-dire qu'à la fois ça permettait de réprimer déjà à l'époque des personnes qui pouvaient utiliser des mineurs dans des scènes et des vidéos pornographiques, etc. Donc c'était déjà une base légale pour réprimer un certain nombre de comportements de ce type, mais qui pouvaient aussi être utilisés clairement à des fins réactionnaires. Donc c'était plutôt un progrès, et à ce moment-là, le code pénal, parce que la société a évolué, abandonne ce délit, mais décide de créer un délit spécifique, qui est donc l'actuel texte qui permet de réprimer les représentations pédopornographiques. Mais en 1994, le délit, au départ, il réprime simplement le fait de fixer, c'est-à-dire d'enregistrer des images, donc vidéos ou photos, de mineurs dans des scènes pornographiques. Mais on sent déjà qu'il y a quand même une préoccupation du législateur d'en faire un délit autonome un peu et d'avoir une attention spécifique par rapport à ça. Depuis 1994, le texte, pour vous dire quand même que le législateur s'en préoccupe et que les choses évoluent, a été modifié à peu près une 20aine de fois. Et à chaque fois qu'il a été modifié, c'était dans un sens d'élargir le délit, c'est-à-dire de plus en plus largement les comportements en lien avec les représentations et les images pédopornographiques, donc un élargissement et un alourdissement de la répression. Et dès 1998, le législateur ajoute le fait non seulement d'enregistrer des vidéos et des photos de mineurs dans des poses sexuelles ou dans des scènes pornographiques, mais à la fois ajoute le fait de diffuser ces images et ajoute le terme image ou représentation. Et donc c'est à partir de là, en 1998, que le législateur s'est positionné de façon ferme, et c'est pas arrivé de nulle part, c'est parce qu'il y avait évidemment eu des débats juridiques avant, pour savoir c'est quoi une image exactement. C'est que de la vidéo, c'est que de la photo, ou bien parce qu'arrivaient les montages, les images de synthèse, etc., où on pouvait commencer à faire des choses très réalistes, en fait, en réalité, mais qui étaient de la fiction, pas de la vidéo avec des enfants véritablement enregistrés. Donc il y avait eu tous ces débats, et donc dès 1998, le législateur se positionne et il dit « Je réprime le fait d'enregistrer, de filmer, de photographier des mineurs, mais aussi de diffuser ces images, mais aussi simplement de les représenter. » Donc représenter, c'est le dessin, c'est une sculpture, enfin c'est tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends tous ces grands défenseurs de la liberté qui se préoccupent, etc., j'ai envie de vous dire, mais vous avez quand même un train de retard, les gars. Ça fait depuis 1998, il y a des débats parlementaires, la loi a été révisée, etc. En 2013, on est allé encore plus loin, puisque le législateur, et moi je le dis, comment dire précis, je suis contre ce texte qui a été ajouté, cette modification de 2013, qui va même jusqu'à pénaliser le simple fait, à des fins privées, c'est-à-dire pour soi-même, de dessiner des images pédopornographiques de mineurs de moins de 15 ans. Donc là, on va très loin, c'est-à-dire que c'est même pas le faire et le diffuser, c'est pour soi, en fait, se faire son petit dessin pédopornographique avec un enfant de moins de 15 ans dans son coin. Là, moi, je considère que c'est aller vraiment très loin et qu'on est vraiment dans la répression qui va trop loin. Mais donc, un certain nombre de personnes se réveillent autour de l'affaire Bastien Vivès, mais en fait, on y est depuis des années, et ça sort pas de nulle part. Et quand je dis on y est, il y a des personnes qui ont été condamnées pénalement pour de la détention d'images pédopornographiques, mais de dessins pédopornographiques. Et moi, je suis prête à mettre mes deux mains à couper, que demain, on arrête un type qui a dans son ordinateur un certain nombre d'images pédoporno, dont des planches de Petit Paul, etc., c'est considéré comme la justice, ça fait pas un pli, comme de la détention d'images pédopornographiques, et il sera condamné pénalement pour ça. Voilà. Donc, les personnes se réveillent, elles découvrent tout ça, elles sont effarées, et elles trouvent que c'est aller contre la liberté de l'artiste, etc. Alors, maintenant le contexte. Pourquoi cette loi ? Pourquoi ça vient comme ça que le législateur, et je dis ce n'est pas le seul, en Europe, il y a énormément de législations qui sont à peu près similaires à celles de la France, et qui répriment aussi les représentations, c'est-à-dire les dessins pédopornographiques. Alors, juste une parenthèse, pédopornographique, pour la justice,
c'est pas simplement des scènes sexuelles explicites d'un enfant avec des adultes. Ça peut être aussi une attitude sexualisée. D'accord ? Donc ça peut être par exemple, vous voyez, genre dessin type enfant semi-dénudé dans des poses érotiques, etc. Il ne faut pas forcément qu'il y ait de la sexualité, enfin des actes sexuels avec un... Donc c'est plus large que la pornographie stricto sensu. Donc voilà, donc il y a d'autres législations en Europe, on n'est pas les seuls à faire ça. Et dans mes recherches, j'avais regardé un peu, je crois que c'est en Suède, il y a même, alors on peut trouver que c'est aller trop loin, mais il y a même un traducteur de manga pédoporno, qui avait, j'imagine, des tonnes de planches dans son ordi, etc., pour les besoins de son travail, qui a été condamné par la justice. Voilà. Donc, pour vous recontextualiser un peu pourquoi, en fait, la loi en est arrivée là, c'est que, même chose, j'entends dire, oui, mais Gottlieb, Edika, etc., bon, les gars, c'est les années 70-80, enfin, je veux dire, on n'est plus à cette époque. À partir de la diffusion, en fait, d'Internet, on est arrivé dans une ère, dans les années 90-2000, de diffusion massive d'images, donc photos, vidéos, mais aussi dessins, pédoporno, et de mise en réseau, en fait, des pédophiles, qui utilisent ça comme bourse d'échange, qui utilisent ça aussi pour faire ce qu'on appelle du grooming, c'est-à-dire pouvoir aborder des mineurs en leur présentant du contenu pédopornographique, et que du coup, on a, quand je dis explosion, je crois qu'il y a une enquête du New York Times de 2019 qui dit, sur les 10 dernières années, c'est multiplication par 45 des contenus pédopornographiques accessibles en ligne. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que sur la seule année précédant l'enquête, donc j'imagine de 2017 à 2018, c'est x2. C'est en 2018 18 millions de contenus pédopornographiques signalés aux autorités. Donc le contexte n'est pas, autant vous dire qu'il n'est pas du tout le même sur l'utilisation de ce type d'images, y compris de dessins, que des auteurs qui ont pu faire des créations dans les années 80, etc. Il n'y avait pas tout ça. Donc c'est aussi ce contexte-là qui fait que le législateur s'en est saisi. Et puis parce que, évidemment, les pédophiles, c'est-à-dire véritablement les personnes qui ont une attirance, une fixation sexuelle sur les enfants, et donc j'en profite pour glisser que tous les pédocriminels ne sont pas pédophiles, loin de là, mais en tout cas, les pédophiles, vous en avez un certain nombre qui se mettent en réseau, qui sont actifs, qui théorisent, qui utilisent des outils, etc. Et ils savent, ils essayent toujours de contourner la loi, etc. Donc évidemment, ils vont essayer de faire des images ou d'utiliser des images d'enfants dénudés, etc., mais qui sont ambiguës, où on va avoir du mal à qualifier ça, etc. Et donc évidemment, le dessin a pu être à un moment un espèce de subterfuge pour dire oui, mais attendez, c'est pas des photos, c'est pas des vidéos, il n'y a pas de vrais enfants victimes derrière, donc c'est moins grave. Donc ça, c'est pour juste vous expliquer le contexte, pourquoi la loi a évolué et pourquoi, en tout cas à un moment donné, le législateur en France et dans d'autres pays d'Europe a considéré que même les dessins, en fait, ça a un impact et que dans la lutte globale contre la pédocriminalité, c'est important aussi de mettre un interdit par rapport à ça. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de prouver l'apologie, comme je vous ai dit dans la loi de 1880, de pédocriminalité. L'apologie, ça veut dire présenter sous un jour favorable, moralement, etc. Bastien Vivès, en fait, on n'a pas besoin de prouver que, au sens juridique strict du terme, il présente les choses. On ne s'intéresse pas, en fait, à son idée, à son opinion, à qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Ça, c'est l'apologie. En revanche, ce à quoi on va s'intéresser, c'est véritablement stricto sensu le contenu des dessins. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est de la pédopornographie ? Objectivement, des jeunes enfants sexualisés dans des actes sexuels, peu importe qu'il fasse des seins énormes, des sexes énormes, que lui il pense que c'est drôle, etc. En fait, on s'en fiche. Ce sont des images objectivement pédopornographiques. Et c'est à partir de là que la loi peut le réprimer parce que, quelles que soient ses intentions, ces images mises en circulation, elles peuvent avoir un effet. Voilà. Une des autres argumentations qui revient assez souvent, que j'ai entendue même dans la bouche de féministes, ce qui me crispe un peu, c'est de dire, mais finalement, les représentations, les dessins, il n'y a pas de vraies victimes derrière,
comme pour les photos, les vidéos. Et puis peut-être même que finalement, ça pourrait éviter des passages à l'acte de pédophiles. C'est-à-dire que ça servirait, on va dire, de dérivatif à des personnes qui ont des fantasmes pédophiles, qui pourraient utiliser ce matériau, bon, on va être clair, pour se masturber et puis pour soulager leur pulsion sexuelle. Et finalement, peut-être, finalement, c'est un bienfait. C'est d'ailleurs un des gros arguments qui a avancé au Japon pour justifier le fait qu'effectivement, là-bas, le dessin pédopornographique n'est pas réprimé. Sauf qu'en réalité, ça fonctionne pas comme ça, les passages à l'acte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Iris Bray a expliqué qu'effectivement, les représentations qui sont véhiculées par la société ont un effet, on va dire, au niveau global, sur ce qu'on tolère, sur ce qu'on véhicule et sur ce qu'on transmet aussi aux enfants. C'est-à-dire que quand on met en circulation Petit Paul, alors ok, c'est sous blister, etc., mais ça peut se trouver dans les bibliothèques, ça veut dire qu'on considère, que c'est pas très grave si des jeunes, des enfants, des ados tombent là-dessus et ces images et qu'ils ont effectivement l'esprit critique pour avoir le recul, que si on rigole de l'inceste, etc., en fait, c'est parce qu'en fait, on est tous d'accord entre nous pour dire que c'est dégueulasse, donc en fait, on peut en rigoler. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Les enfants, ils sont perméables à ces discours-là, ils baignent dans cet univers. Iris Bray vous l'a dit, en fait, c'est massif, l'inceste, ça n'a rien de subversif, en fait, c'est des premières recherches sur YouPorn, etc. Donc, en fait, ça a un impact au niveau global, et même quand on regarde, parce qu'il y a des études, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question, au niveau des passages à l'acte individuels, c'est-à-dire de consommateurs de pédopornographie pour savoir s'ils vont devenir ou pas des agresseurs sexuels. Alors évidemment, le lien de causalité, il n'est pas net, il est difficile à établir, il y a des facteurs individuels. On ne peut pas dire, effectivement, consommer de la pédopornographie, même des dessins, va nécessairement mener à un passage à l'acte. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des personnes sur qui, en fonction, en fait, de facteurs individuels, de facteurs environnementaux, de là où ils en sont dans leur parcours de pédophile. C'est-à-dire que vous avez aussi différents types. Il y en a qui ont conscience que c'est une déviance, qu'il ne faut pas passer à l'acte, etc. Et qui vont, essayer de trouver des dérivatifs, etc. Il y en a d'autres, c'est pas du tout des pédophiles honteux. Et en fait, en utilisant ce type de support, ils vont alimenter leurs fantasmes. Vous avez même quelques études, et moi, dans mon expérience professionnelle, j'en ai rencontré des experts psychiatres qui vous disent qu'en réalité, le dessin pédoporno, c'est-à-dire le pédoporno soft au départ, où en fait on se raconte l'histoire que ça n'a pas d'effet parce qu'il n'y a pas de vraies victimes, etc. Ça peut être aussi une porte d'entrée. Et de gens, dans les pédophiles, vous avez des profils qui sont des véritables collectionneurs, en fait, et qui vont vouloir aller de plus en plus loin, et qui vont avoir besoin d'aller dans le plus en plus trash, dans le plus en plus réaliste, etc., pour nourrir leurs fantasmes. Et que ça peut produire aussi un effet un peu d'escalade. Alors, est-ce que ça mène au passage à l'acte dans le réel, etc. C'est pas évident à établir, mais en tout cas, ça a un effet. Et aussi une utilisation qui est très classique, c'est que vous avez à peu près, ça varie selon les études, mais on peut dire grosso modo 10% d'enfants victimes de pédocriminalité qui racontent que dans le processus d'approche, à un moment donné, les adultes qui les ont agressés ont utilisé de la pornographie. Alors pas que de la pédopornographie, beaucoup de la pornographie adulte, mais leur ont montré des images. Et autant vous dire que le fait que des images... Ouais, ok, je finis juste par ça. Le fait d'avoir des images qui sont en circulation libre, sous des formats un peu pop, BD, censément drôles, qui puissent être mis en circulation et à disposition d'agresseurs, et ben effectivement, enfin je veux dire, c'est du pain béni pour les agresseurs. Vous montrez ça à un gamin, vous brouillez tous les repères, etc. Et ça véhicule en fait l'idée que c'est possible, que c'est normal, voilà. Je termine du coup pour vous laisser enchaîner. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, même si on ne peut pas faire de lien direct, il y a quand même un impact sur la mise en circulation de ces images, que la législation, même si on n'est pas dans l'idée d'une répression, elle sort pas de nulle part, et qu'il est absolument insupportable en fait d'avoir des personnes sous prétexte qu'elles sont des artistes, etc., qui finalement estiment n'avoir aucune responsabilité, en fait seraient hors société, n'ont aucun impact, etc. Et que du coup on peut contrer absolument, parce qu'il y a des études qui existent, et voilà, ce genre d'argumentation. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on peut vous laisser vous présenter peut-être, Myrion et Catherine. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Myrion Mal, je suis autrice de bande dessinée. Ça fait, je pense, depuis 2013 que j'en fais professionnellement, mais depuis 11 ans quand même que je gravite dans le milieu et que je viens au Festival d'Angoulême notamment. Voilà, commencé en faisant de la BD didactique, notamment sur des questions féministes. J'ai aussi une maîtrise en sociologie, en études féministes, donc j'ai essayé d'utiliser ça pour faire de la vulgarisation, disons d'un point de vue systémique, et essayer d'expliquer des textes qui sont dans leur forme très élitiste, souvent car destinés à des universitaires. Et sinon, je fais maintenant, ce qui était un peu mon but à la base, de la fiction, et j'ai fait 2 livres de bande dessinée de fiction, toujours sur des questions. Enfin, moi, je suis très persuadée que l'art est politique dans toutes ses formes, dans la fiction aussi, et qui vont traiter que j'essaye d'ancrer toujours dans des contextes très spécifiques et qui sont pour moi aussi très, très politisés. Donc voilà. Je rejoins ce que dit Myrion sur tous les aspects politiques de l'art. Après, moi, je suis donc Catherine Stabler, je suis éditrice avec Julie Stabler des éditions Biscotto. Donc c'est un journal pour enfants, voilà, qu'on considère, qu'on essaye militant, mais nous, notre position aussi là-dessus, c'est qu'on s'adresse à des enfants et on essaye aussi de toucher des personnes qui ne sont pas militantes. Donc, oui, merci. Et donc voilà, nous, notre aspect, on publie beaucoup de la fiction. C'est ce qu'on aime faire, et donc c'est plus la question des représentations, normaliser des représentations qui peuvent être considérées par d'autres comme problématiques, et dont on va peut-être parler plus tard, mais voilà, normaliser les représentations féministes, non-genrées, etc. Voilà. Du coup, toi, Myrion, quand on commençait à préparer un peu cette conférence, à se demander de quoi on allait parler, etc., à peu près au même moment, t'as publié des stories sur Instagram disant un peu que t'en avais marre d'être tout le temps invité pour parler seulement de choses féministes, non pas que ce soit mal, mais un peu et que finalement on parlait jamais de ton travail. Est-ce que tu voulais un peu revenir là-dessus? Oui, du coup, ça me permet aussi d'éclaircir pourquoi je suis là ici. C'est parce que souvent ces invitations, elles ne sont pas du tout militantes, contrairement à cette rencontre aujourd'hui. C'est beaucoup alors là, ma boîte mail a explosé parce qu'il y avait 2 rencontres là au FBD parrainées par Le Point. Wouhou, sur le féminisme, et ils t'appellent une semaine avant, ils pensent que tu vas venir en courant. Voilà, pareil, ma boîte mail, les médias, mais voilà, des journaux. Alors des fois, c'est des journalistes qui m'ont déjà parlé de mon travail, qui m'ont contacté pour d'autres raisons, et j'ai essayé de répondre dans la mesure du possible parce que, très sincèrement, je n'ai jamais eu autant d'intérêt médiatique que là, donc c'est cool, ça fait plaisir. Pour quelqu'un quand j'ai sorti mon livre en avril, par exemple, j'ai été invitée par une émission, par la personne qui faisait l'émission, qui voulait me parler de mon livre, et j'ai été déprogrammée parce que je n'étais pas assez connue. Donc j'aime quand même cette petite... Voilà, c'est fun. Et notamment, par exemple, hier, anecdote hilarante, je suis invitée à France Culture pour parler du médium de la bande dessinée comme vecteur d'idées. Donc dans le petit intitulé, je me dis, moi ça fait longtemps que je fais plus de la BD didactique, mais je me dis, j'ai quand même... j'ai le background, j'en ai fait, j'ai aussi fait des études, des études féministes, etc. Je me dis, j'ai un peu tendu le bâton pour me faire battre, ok, je vais accepter. Et bien sûr, j'ai bien vérifié que ça ne parlait pas de l'affaire Vives, et ça n'avait pas l'air d'en parler. Et tout simplement, 2 minutes avant le début de l'émission, le présentateur dit, oui, donc on va parler de l'affaire Vives. Et c'était trop bien, vous imaginez comme c'était bien. Donc moi j'ai joué le rôle de la féministe hystérique, il y avait la féministe modérée, et il y avait également le conservateur, Didier Passamonique, que peut-être les fans de bande dessinée connaissent bien, qui est le directeur d'Actua BD, donc c'était incroyable. Et donc ça n'a parlé que de l'affaire Vives. Il a donné des arguments, mais qui étaient... ça va vous renverser. C'est un père de famille. On ne sait pas comment il vit la situation, il est probablement très affecté. Et c'était trop bien parce qu'il prenait tous mes arguments et il y répondait sans y répondre, c'est-à-dire il faut vous calmer, on peut pas avoir de débat tant que c'est pas apaisé.
aujourd'hui la censure, on ne peut plus rien dire, je suis allée écouter une cuire marocaine, eh bien ce n'était pas intéressant du tout, c'est que des gens qui répètent des slogans, et après moi quand je lui disais oui monsieur Passamonique, il me disait moi je ne fais pas d'attaque ad hominem, oui enfin tu fais juste me critiquer ce que je viens de dire et dire que c'est faux. Ce qui est beau parce qu'il a commencé en disant Riyad Satouf Grand Prix, lui qui a lancé l'alarme en 2016, alors que c'était donc le collectif, on avait... En tout cas, un bon délire. C'était, je me suis sentie très humiliée, prise au piège. Je pense que j'ai répondu de façon calme. On m'a quand même dit de me calmer. Et donc, je suis très en colère. Je suis extrêmement en colère. Donc, je rejoins la question de base. Je n'en peux plus. Je suis épuisée. J'en ai marre. En fait, même aujourd'hui, c'est très bonne organisation et c'est très important qu'il y ait des choses comme ça, mais je suis fatiguée, je suis fâchée qu'on doive encore parler de ça. La force d'inertie est la plus grande force pour bloquer les avancées sociales. Ce n'est pas les réactionnaires, mine de rien, enfin, ils se rejoignent souvent, mais c'est vraiment cette inertie. Regardez, tout le festival d'Angoulême, là, on est en train de parler de est-ce que c'est ok que des BD comme La Décharge Mentale ou le running... Je vais pas en parler parce qu'on a eu beaucoup de choses difficiles à entendre et tout ça, mais voilà, les running gags, c'est des scènes pédopornographiques. Moi, là, je n'en peux plus qu'on doive se justifier, qu'on doive parler de ça à l'infini. Bastien Vivès, on s'en fiche. Il n'est pas important. Il n'est ni simple. Non, mais... Parce qu'en fait, Bastien Vivès, là, ils sont là avec son truc, il a un dessin magnifique. Ça fait des années qu'il torche ses BD. Et je sais pas en combien de temps il les fait, mais il a découvert la Cintiq. Et on peut pas dire que son dessin, c'est aussi incroyable et léché que dans Le Goût du chlore ou quoi. Oui, il dessine bien, voilà, bon, il y en a d'autres. Mais le truc, en fait, c'est que là, il se cache derrière ça. Bastien Vivès, je suis sûre qu'il est pas au festival. Je pense que, en fait, on parle de pénalité, etc. Mais là, ce qu'ils ont, c'est rien, là, c'est pas de la censure, c'est la conséquence de leurs actes. C'est-à-dire juste, on leur dit, pas ouf ce dessin-là. Et le grand public, il y en a rien à battre de la BD. Désolée, j'ai un langage peu châtié parce que je suis énervée. Et d'ailleurs, c'est cool parce que dans les articles qui reprennent mes stories, donc, on prend vraiment les moments où j'écris genre problématique. Tu vois, genre, en mode, on va prendre les trucs où je fais des fautes et où je fais des blagues pour montrer que je suis bien stupide. Donc j'adore, c'est trop bien. Si j'avais su, j'aurais fait moins d'études, mais c'était pour plaire à mes parents, mais parce que je suis toujours reléguée au rang de blogueuse aussi. Voilà, les blogs BD, malheureusement, j'adorais, hein, mais c'est mort. C'est à faute du capitalisme, on pourra revenir une autre fois sur cette question-là. Mais bref, désolé, j'essaye d'aller vite parce que quand même Catherine puisse parler et tout ça, mais moi je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère et j'en ai tellement marre. Et quand je dis, en fait, j'ai souvent... Donc c'était trop bien, des fois, ma boîte mail, il y avait des journalistes, j'allais voir leur petit profil Instagram. 83 abonnements ? Bastien Vivès. Et donc je répondais en mode... Bastien Vivès n'est pas le problème. Enfin, il est un problème, mais là, c'est utilisé pour un peu dévier le sujet. Bien sûr, en fait, oui, faut pas représenter des enfants qui ont du sexe. Enfin, ça semble logique. Moi, j'habite à Montréal. La réputation qu'ont les Français, c'est d'être pédophiles. Voilà, je vais vous le dire, et d'être sales. Mais la réputation des Français, c'est ça. On est le pays de... L'autre jour, j'ai vu un tweet. C'était un truc en mode genre... oh non, the beloved... Bon, déjà, j'ai un accent anglais pourri, mais... l'adoré rédacteur en chef du magazine Le pédophile raciste est problématique. Et c'est ça l'image de la France, en fait. Et on parle des conséquences, mais en effet, c'est des gens... Ces hommes-là, ces gens qui supportent, qui en font le problème, le cœur du problème, alors qu'on devrait pas, c'est comme pour Matzneff, hein, c'est comme pour Polanski, on devrait pas y réfléchir plus de 3 secondes. Mais en fait, on va en parler, parce que comme ça, le problème ne sera jamais réglé. On parle même pas de, là, hier, Passamonique qui est en mode, la justice, laissons la justice faire son travail. Je veux dire, moi, la justice, de toute façon, désolé, on est beaucoup, je pense, à plus vraiment croire que c'est un organisme, pardon, une institution neutre et juste. On sait très bien qu'elle est socialement biaisée et bon. Et je m'éparpille un peu, pardon, mais tout ça pour dire que en fait, pourquoi je dis que je suis épuisée, c'est pas parce que je pense pas que Bastien Vivès que c'est pas un problème ce qu'il fait, au contraire, mais ça fait des années qu'on en parle. Là, cette année, c'est le truc qu'ils utilisent pour un peu dévier du fait que l'institution du FIBD est problématique, ne s'illustre pas jamais en positif sur ces questions-là. Les choses qu'on a eues, on les a eues parce qu'on a fait des mini-scandales. Et quand je dis que les gens s'en foutent de la BD, en fait, c'est vrai, la plupart des gens... ou alors ils vont lire... Ah, pardon, Ah, désolé, pardon. Ah
Non, merci. Mais en fait, c'est juste que la bande dessinée, enfin, quand je dis que les gens s'en fichent, c'est qu'en vrai, il y a peu de gens qui vont acheter de la BD, disons, d'autrices, d'auteurs, qui vont acheter, comparé à la population en général. Et il y a des gens après, alors là, on va te dire, oui, mais le premier livre vendu en France cette année, c'est une BD. Oui, parce que la BD, c'est aussi sa force, c'est que les gens se disent, comme c'est pas des vrais livres, c'est nickel pour de la vulgarisation. Et c'est trop bien d'un côté, parce que c'est vraiment un outil formidable pour la vulgarisation, quand elle est faite rigoureusement. Et voilà. Et ça aussi amène des gens qui ne lisent pas de BD à lire des BD. Mais c'est vrai que, enfin, ça serait se voiler la face que dire que la BD c'est pas vu comme un truc pour enfants ou un truc vraiment de divertissement pur. C'est soit Titeuf, soit Torgal, quoi. Et là, les gens en entendent parler et des gens qui ne lisent pas de BD me disent ah tu fais de la BD, ah ouais, ah l'affaire Bastien-Vivès. Et c'est ça en fait, c'est l'image qui ressort de et d'un côté donc ils jouent un peu comme contre eux-mêmes. Le FIBD, là, désolé, le manga explose et reprend ses lettres de noblesse, et ben allez dans ce sens-là plutôt que de vouloir défendre bec et ongle Bastien-Vivès parce que vous êtes juste je peux pas dire des choses sinon je vais être attaquable pour diffamation, car en effet la censure existe mais pas toujours dans le sens auquel on croit. Désolé, je suis trop vénère là, je suis en mode genre je parle super vite et je suis pas sûre que c'est facile de suivre ce que je dis, mais c'est juste tout ce qui a été dit était super pertinent et intéressant. Et là, moi, ce que je voulais juste dire, c'est vraiment la force d'inertie qui est déployée à chaque fois qu'il y a des scandales comme ça au festival et en général dans les institutions. C'est la même chose pour les Césars, c'est la même chose pour bon. Mais nous bloque complètement. Et nous, on est là à devoir se défendre bec et ongle pour avoir des miettes pendant qu'on se fait cracher au visage par le reste du milieu. Moi, désolée, mais je le dis et je le redis. L'an dernier, après 2 ans de pandémie, je reviens au festival, je suis trop contente parce que je vois tous mes copains et toutes mes copines, c'est trop bien. Et en fait, je reçois des remarques et des comportements, des attouchements de collègues qui sont au même niveau que moi dans leur carrière. Et je me réalise qu'en fait, je ne suis pas leur collègue. Je suis un bout de viande. Et je serai toujours un bout de viande. Et c'est ça, la place des femmes. Et encore là, on est toutes blanches. Enfin, genre, c'est aussi un problème dans la bande dessinée, c'est que c'est extrêmement peu divers. Et là, il y a le collectif des créatrices, donc on a un petit peu la parole, mais il y a tellement de couches à enlever dans ce milieu qui pourtant, contrairement aux autres milieux artistiques, ne fait pas d'argent. Donc en fait, ça on dirait une blague, mais par exemple, pourquoi le cinéma les gens en parlent, pourquoi Weinstein on en parle et tout ça, c'est parce que c'est des gens qui sont très riches, qui ont un pouvoir social et qui du coup ont un poids dans la société. On est dans une société capitaliste, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et du coup en BD il n'y a pas vraiment ça, il y a peu de gens, je pense que dans la rue, peut-être, il y a Pénélope et peut-être Riyad Satouf qui se font reconnaître, mais il y a assez peu d'auteurs de BD qui ne peuvent pas, enfin, Riyad Satouf, c'est pas Angèle, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là où c'est un peu bizarre parce que c'est un milieu qui existe avec ses propres codes et ses propres... Moi, c'est ça, quand j'ai commencé, quand j'avais 19 ans, il y avait des mecs qui me disaient « Ouais, moi, je peux faire ou défaire une carrière. » Mon ami, pas du tout. Tu n'as aucun pouvoir. Le seul pouvoir que t'as, c'est que t'es potes avec des personnes qui vont te faire survivre un peu et vivoter, mais c'est pas vrai. Il y a pas de pouvoir social, il y a du pouvoir monétaire, mais pas tant par rapport aux autres milieux. Et pourtant, il y a encore toutes ces violences parce que c'est comme un microcosme qui, et je reviens au début de ce que je disais, où les gens n'ont pas juste les conséquences de leurs actes, c'est-à-dire on oublie. Et en fait là c'est ça, c'est ce que Glénat, c'est ce que BDQ font. BDQ, je parlais avec la journaliste de Mediapart et elle me disait qu'elle avait qu'ils avaient été contactés et qu'ils n'avaient pas voulu répondre. Je pense que c'est écrit dans l'article, c'est pas un truc et en fait après j'ai vu que leur communiqué c'était de dire on savait pas pour Emma. Non, en fait le problème c'est que vous avez déjà publié 3 BD de Bastien-Vivès avec des contenus pédopornographiques. Et en plus, le problème de la décharge mentale, oui, c'est problématique parce qu'il a menacé Emma de mort, etc. Mais c'est aussi les running gags avec des enfants et du sexe. Enfin, je veux dire, c'est ça le problème, en fait. C'est ça qu'on vous demande de justifier. Et en fait, c'est comme le directeur du festival, c'est comme ça. Je pense que les gens ont tellement l'habitude de faire une petite pirouette et qu'on oublie. Sauf que là, on n'oublie pas parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et il y a du mal, il y a du bien, mais on se rappelle, c'est une mémoire collective. Et voilà. Et je pense que là, la seule chose, en fait, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on vienne leur taper sur les doigts pour des choses qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas de conséquences ni pénales pour l'instant, ni pénales, ni même personne n'a perdu son métier. Bastien-Vivès, il a perdu une expo, Enfin, je veux dire, ces ventes, à mon avis, il y a eu tous les grands défenseurs de la bande dessinée et de la liberté d'expression qui ont dû aller se précipiter pour acheter l'intégrale Vivès.
Non mais voilà, donc et on parle pas de conséquences. C'est comme quelqu'un qui dit qui t'insulte de grosse conne et qui après est en mode genre oh non pourquoi tu veux plus me parler. Enfin c'est ça, c'est juste les conséquences de leur acte. Vraiment les premières conséquences qui sont en mode on dit vous avez fait ça. Et ils sont en mode oh non la liberté d'expression, je suis Charlie, ils sont-ils morts pour rien. Et non mais je vous jure quoi. Et donc voilà, et je vais peut-être laisser la parole parce que désolée, mais moi je pense que c'est important aussi de se rappeler qu'on n'en peut plus en fait de parler de ça, qu'on veut parler du travail. Moi j'aimerais parler de mon travail évidemment parce que c'est vraiment très long de faire une BD, ça prend beaucoup de temps. On dessine tout seul, c'est compliqué. J'ai découvert les podcasts maintenant. Mais je veux dire c'est long et puis on pense qu'on fait des choses bien des fois et moi j'aimerais bien des fois qu'on ait l'exposition médiatique que par exemple peuvent avoir les chanteuses ou les actrices réalisatrices etc. Et encore genre au féminin donc elles en ont moins que leurs confrères mais aussi j'aimerais juste parler du travail d'autres autrices, d'autres collègues que j'aime qui j'aimerais les voir à l'honneur, j'aimerais que ça soit pas uniquement une ou deux anomalies qui soient mises en avant et qu'en plus on leur demande un peu de pas voilà si tu fais trop de vagues, si t'es trop militant etc. on sait que tu vas pas être réinvité et moi je pense que c'est ça quand je dis que je suis fatiguée c'est juste ça. Moi j'aimerais qu'on puisse faire des tables rondes comme ça où juste on est en mode alors moi un livre que j'ai adoré et on parle enfin ou les inspirations qu'on peut avoir etc. parce que c'est ça qui est bien dans l'art aussi, c'est que on est inspiré, c'est un truc qui a un cercle infini et c'est des paroles surtout dans la BD où pour le coup il y a pas trop de nepo babies parce que comme je disais il y a pas trop d'argent et du coup c'est chouette parce que on pourrait en fait ça pourrait être un milieu où il y a des prises de parole diverses où il y a où il y a un milieu plus riche et plus varié, mais malheureusement en fait il y a cette reproduction de ce système parce que la BD par exemple maintenant c'est 54% je crois de femmes donc c'est plus un milieu masculin, c'est plus par contre c'est un milieu blanc et ça c'est quelque chose dont il faudrait parler et je dis pas ça pour faire mon mea culpa mais c'est juste parce que je suis aussi très consciente qu'on parle de questions comme de sexisme mais c'est pas la seule délicieuseté qui règne dans ce milieu et bref tout ça pour dire j'aimerais bien qu'on parle plus de BD, moins des auteurs qui font de la merde et surtout laissez-nous tranquilles et arrêtez de nous pas vous mais arrêtez de nous inviter à la radio juste pour parler de mecs et de venir être une caution à la radio, dans les magazines, etc. Et juste chroniquer les livres des autrices, des personnes queer, des auteurs qui ne sont pas là depuis 50 000 ans et qui font les mêmes histoires en boucle et juste donner la parole à d'autres gens. Et merci d'être venus et maintenant écoutez les autres personnes car... Juste avant que tu me poses des questions, je voulais juste te remercier Myrion pour sa colère parce que ça fait beaucoup de bien. Moi, je dois dire que on sort, en tant qu'éditrice du coup, on côtoie du coup là, depuis mercredi, mardi soir d'autres éditeurs. Pardon, merci. Et du coup, moi, le milieu, je le vois très masculin pour le coup, parce qu'en tant qu'éditrice, on est assez peu, et encore, on a l'excuse de faire de la bande dessinée jeunesse, donc je pense qu'on n'est qu'à moitié prise au sérieux. Comme ça, c'est bon, si je mets le micro plus près. Ouais. Donc voilà, moi j'étais un peu abattue depuis 2 jours là, donc merci pour la colère, ça fait du bien. Voilà. Du coup ça boucle assez bien avec les questions qu'on voulait te poser. En fait du coup avec Biscotto vous avez été du coup avec Julie Stabler les 2 seules éditrices à véritablement participer parmi les seules éditrices à vraiment participer à la rédaction de la Tribune, avoir participé au mouvement et aussi avoir fait un communiqué public via vos réseaux sociaux au moment où voilà l'exposition a été rendue publique, où il y a eu les premières formes d'indignation publique, etc. Et du coup, on voulait savoir pourquoi ça vous avait paru vraiment nécessaire de le faire, et pourquoi, à l'inverse, du coup, vous étiez un peu les seuls, quoi. Pourquoi ça nous a paru important ? En fait, ça nous a paru juste... je sais pas comment dire, ça devrait être la base, ça devrait être ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire prendre position.
On en a beaucoup discuté avec Julie, ça nous a pris beaucoup de temps et d'espace mental, d'où la fatigue peut-être aussi. Et on parlait du fait qu'il y a peu de moments quand on est artiste et qu'on n'est pas militant à côté, comme c'est mon cas, même si ça a pu être le cas avant. Il y a peu de moments en fait qui sont importants, qui sont forts en fait dans une société où ponctuellement en fait, sans faire l'effort toute l'année. D'ailleurs, merci à tous les militantes qui le font toute l'année. Il y a peu de moments où en fait on peut agir et là c'était un de ces moments-là. Et donc oui, il fallait le faire par respect pour nous-mêmes, par respect pour toutes les luttes qui ont mené au fait qu'on puisse le faire, qu'on puisse me mettre là. Et par respect aussi pour tous les autoristes avec qui on travaille, qui je suppose partagent plutôt nos idées, ou enfin on n'en sait rien en fait parce que c'est pas, on fait pas un check politique des gens avec qui on bosse, mais on le sent dans le travail. Donc voilà, c'était une question de cohérence en fait, tout simplement. Après, et puis ça a fait du bien. On avait un peu peur d'un backlash, donc c'est peut-être une des raisons qui ont retenu certaines personnes. On n'en a pas eu du tout. On a eu énormément de soutien et de mots de remerciement, ce qui nous a conforté dans le fait que en fait il faut faire corps, en fait faut faire groupe. Et voilà, et quand tu dis que c'est un milieu masculin, je pense que malheureusement ou heureusement, peut-être un des bons moyens de s'en sortir, et c'est juste de faire autre chose à côté, de faire réseau en fait à côté. Je sais pas si on arrive vraiment à le faire avec Biscotto, mais on essaye de mettre en avant d'autres travaux en fait, des jeunes autoristes, et peut-être que ça crée un petit réseau. Alors, il y en a plein des réseaux, au spin-off, voilà, il y a tout plein de choses qui existent, mais je pense que c'est comme ça en fait que ça. On peut pas essayer juste de rentrer ou de changer les choses de l'intérieur. Enfin, on l'a vu là, on se l'est pris de plein fouet hier, évidemment, entre éditeurs alternatifs. Tout le monde n'est pas réactionnaire, loin de là. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont d'accord avec tout ce qui est dit ici, mais il y en a d'autres qui vraiment ne le sont pas. Et c'était assez dur, parce qu'on le sait, on l'a vu par là, toutes les tribunes interposées, tous les articles, tous les commentaires sur les réseaux sociaux, on savait à quoi s'attendre, mais malgré tout, de se le prendre comme ça, c'était assez dur, assez violent. Voilà, de se faire évidemment accuser de censeur, de vouloir faire des procès staliniens, parce qu'en fait, au final, c'est ça, c'est que voilà, ça tortille du cul en fait, juste pour mettre des choses qui devraient être basiques, de l'ordre de oui, ne soyons pas, essayons de ne pas promouvoir des idéologies racistes, sexistes, validistes, transphobes, homophobes. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible de le dire. C'est pas parce que en fait, tout de suite, il y a une peur qui a été exprimée de dire mais qui va décider de ce qui est problématique ou pas, où ça s'arrête, où est la limite, on peut extraire juste une case. En fait, ils ont peur. Ils ont réellement peur en fait de plus pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas compris justement qu'on n'était pas forcément dans une attitude légaliste de vouloir punir, de vouloir censurer. En fait, c'est pas du tout la question, c'est pas ce qui a été mis là dans la tribune. C'est la question de pourquoi vous voulez montrer ça, et de vouloir changer un peu les choses au fur et à mesure, et d'en discuter, et de dire, peut-être, oui, il y a des choses qui sont problématiques, qu'on a pu faire, mais si on vous le fait remarquer, est-ce que vous avez envie de continuer ? Et si la réaction en face, elle est juste peut-être de prendre conscience, peut-être si c'est... effectivement, ça peut être complexe parfois, des représentations, l'interprétation qu'on peut en faire. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça quand même. C'est pas forcément toujours simple. En l'occurrence, sur ce sujet-là, c'est très simple. Mais là, tout de suite, cette actualité-là, mais je pense qu'ils ont peur d'autres œuvres, pour d'autres œuvres. Mais il y a plein de manières de faire. On peut accompagner, on peut... En fait, justement, il y a tout à réfléchir à ce sujet. Et je trouve ça tellement passionnant. Ça devrait être passionnant. Ça devrait être des débats intellectuels et de solutions concrètes. Passionnant à discuter ensemble. Comment est-ce qu'on accompagne Crumb ? Comment... Non, mais c'est sérieux parce que c'est quand même très important que ça existe et que ça ait existé. Pour autant, oui, on ne le regarde pas de la même manière aujourd'hui et c'est tant mieux. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, comment on fait, et je pense que la frustration, elle vient de là, en fait, c'est que nous,
on s'attend à pouvoir avoir ces discussions-là, on est prête, quoi. On est prête intellectuellement à discuter de tout ça. Et en fait, en face, on a rien, on a de la bêtise, en fait. Et c'est fatigant. C'est fatigant et c'est frustrant. Et c'est très violent, en fait. C'est très violent. Du coup, est-ce que tu veux développer un peu sur comment vous travaillez justement à Biscotto sur ces questions est-ce que, comment vous accompagnez les autoristes là-dessus? Est-ce que vous avez des garde-fous, des règles que vous vous fixez, puisqu'il y a une grosse angoisse autour des règles qui est posée dans le débat, des peurs que la bande dessinée soit aseptisée, qu'il n'y ait plus de... Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça et qu'est-ce que vous faites en pratique? Je pense que pour la jeunesse, c'est forcément différent. Je pense qu'on peut aborder tout un tas de sujets. C'est vrai que peut-être qu'on sera moins attaquable, selon leur point de vue. Ça va être plus difficile d'extraire une case et de dire oh là là, parce que c'est ça dont ils ont peur. Donc effectivement, nous, on n'a pas tellement peur. Je pense qu'on a... on se dit, on a forcément des angles morts. Peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra nous dire, voilà, ça c'est problématique. Nous, on espère que si ça nous arrive, on espère qu'on sera assez intelligente pour écouter et corriger le tir, quoi. Voilà. Et on se dit que c'est déjà pas mal. Après, en attendant, on n'est pas inactive. On se renseigne, on écoute sur des sujets qui nous concernent pas nous directement individuellement. On essaye de rester vigilante à l'actualité militante, comment les choses évoluent. Et nos garde-fous, ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'on passe commande sur ces sujets. Alors, dans le journal, on a des rubriques, effectivement, qui sont plus frontalement, explicitement, qui abordent des sujets un peu de société. Après, nous, on est vraiment très attachés à la fiction, au travail d'auteurs, d'autrices, d'artistes, et d'avoir une liberté de ton et de création qui est propre, quoi, et qui n'est pas un travail de commande. Donc nous, la ligne éditoriale, il y a un thème qui est souvent 1 ou 2 mots, et à partir de ça, écrivez une grande histoire, on invite des gens pour faire une rubrique, et ils sont très libres, en fait, de proposer ce qu'ils veulent. Nous, évidemment, on reçoit les crayonnés, on discute. C'est arrivé, je pense, peut-être 1 ou 2 fois qu'il y ait des choses où on se dit, bon, là, peut-être, ou alors c'est trop délicat, on n'a pas le temps d'en parler, parce que, bon, les délais de mois en mois, des fois, c'est un peu rapide. Donc, peut-être fait autre chose, on n'est pas sûr. Dans le pire des cas, on a arrêté de travailler avec des gens, mais c'est arrivé 1 ou 2 fois. Et voilà, c'est assez simple, en fait. Ça arrive assez peu, et je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des... juste, on est intéressé par certains types de boulot. En fait, on publie ce qui nous touche. Et donc voilà, on se fait un peu confiance là-dessus. Et est-ce que vous avez rencontré des résistances sur certaines positions politiques, je sais pas, du public, des diffuseurs? Enfin, on peut quand même trouver dans Biscotto des strips qui peuvent être en écriture inclusive, ou je sais pas, d'autres sujets qui peuvent être assez peu consensuels dans la presse jeunesse classique, on va dire. Du coup, est-ce que vous avez eu des retours Alors, on n'a jamais eu de retour de la part des professionnels ou des institutions. D'ailleurs, on est assez soutenus, on est très soutenus, on est bien subventionnés. Donc, non, de ce côté-là, non, les diffuseurs, pas du tout. Ils nous soutiennent vraiment beaucoup. Ils sont même venus nous chercher, nos diffuseurs. Ils ont insisté qu'on fasse des livres pour qu'enfin ils puissent nous diffuser. Donc non, de ce côté-là, on a beaucoup de chance. En tout cas, on n'a pas eu de problème. Par contre, il y a toujours des anecdotes. Au tout début, moi c'est vrai que j'étais pas encore dedans, mais Julie m'a rappelé ça, parce qu'on a quand même préparé un peu ensemble toutes les deux avant que je vienne. Et elle m'a rappelé qu'au tout début, se posait la question de est-ce que Biscotto serait diffusé en kiosque. Et donc, c'est pas du tout les mêmes systèmes de diffusion. Ça demande beaucoup de capital qu'on n'a pas. On n'avait surtout pas à l'époque, encore moins. Et bref, elles étaient quand même en discussion avec des diffuseurs de kiosques qui leur avaient demandé, la première question, c'est pour filles ou pour garçons? Voilà, parce qu'en kiosque, selon eux, selon leurs études commerciales, en fait, les garçons lisent peu. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et donc on s'était dit, non seulement pour cette raison-là, mais surtout pour des questions aussi financières, que ce ne serait juste pas possible de participer à ça de cette manière-là. Après, sur les salons, ça arrive que le public, souvent garçons ou filles, viennent, sont intéressés par
objet éditorial que ce soit, journal, livre, etc. Et les parents, souvent, vont dire « Ah bah non, ça c'est pour les filles » ou « Bah non, ça c'est pour les garçons ». Bon. C'est arrivé une fois récemment que sur le numéro « Les amoureux, les amoureuses », on ait un désabonnement. Voilà. La personne nous a exprimé, on a compris, parce que forcément on allait regarder, on allait fouiller le nom de cette personne sur internet, parce que c'est suffisamment rare pour que ça nous ait rendu curieuse, et comme on est un peu des rageuses aussi parfois, ça fait du bien. Et effectivement, cette personne était, je crois vraiment de droite, prof d'un truc, oui, c'était un peu genre Manif pour tous, effectivement, voilà. Et je pense qu'il s'était abonné sur un numéro, parce qu'on alterne, on fait un peu de tout. On a des numéros plus sur les émotions, d'autres plus sur des choses un peu les robots, voilà. Des choses, on alterne un peu pour essayer de toucher tous les styles aussi d'auteurs qui nous intéressent. Et je pense qu'il s'était abonné sur le numéro Les Volcans, qui portait pas beaucoup de problèmes, je pense. Et Les amoureux, les amoureuses, oui, il y a un documentaire de Célia Portet qui parlait de est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes. Voilà, sur la couverture, c'était une illustration de Corentin Garrido avec des personnages non genrés, c'était pas la question. Voilà, donc je pense que oui, il y a peut-être des personnes à qui ça pose problème, mais bon, ça nous a jamais porté préjudice. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que... J'avais un peu fait le tour de mes questions, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous avez réfléchi et que tu avais envie d'ajouter ? Non, je crois que j'ai fait un bon tour de la question, et je sais pas à quelle heure il est. Ouais, c'est l'heure. C'est parfait parce que c'est l'heure. Du coup... Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour assister à cette conférence. J'aurais bien aimé, Myriam, qu'on ait le temps de parler un peu de ton travail, justement, de tes influences et tout ça. Mais je pense qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être dites, et ça fait du bien aussi, la colère. En plus, on est au milieu des flammes, donc c'est dans le thème. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos invités d'être venus. C'était important de faire cette conférence. Donc, merci. Merci à toutes pour ces interventions très pertinentes et très intéressantes. Merci à tout le public d'avoir été présent et si nombreux avec nous aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés en podcast. Bonne journée et à bientôt.